Je suis l'amiral Pauline Grayson, j'ai 48 ans, et j'ai bâti ma carrière en partant de zéro. Je suis l'un des plus jeunes officiers généraux de la marine américaine. Pendant des années, j'ai répondu présente pour ma famille, finançant mes retours à la maison, appelant entre deux déploiements, et restant silencieuse, pendant qu'ils célébraient la moindre victoire de mon frère. Mais, lorsqu'ils se sont moqués de moi, lors d'une cérémonie des cils, et ont ri en disant que je n'avais jamais vraiment servi, j'ai fait un choix qui a tout changé. Avez-vous déjà été rabaissé par les personnes qui auraient dû être fières de vous? Si c'est le cas, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Et, si vous avez déjà dû garder la tête haute, quand d'autres doutaient de votre valeur, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, pour découvrir d'autres histoires vraies, sur les limites, le respect, et la reconquête de son pouvoir. Ce qui s'est passé ensuite pourrait bien vous surprendre. La salle à manger était silencieuse, à l'exception du bruit des couverts, tintant sur la porcelaine. J'étais assise à la table de mes parents, rentrée en permission pour la première fois en 8 mois, et je regardais ma mère servir le rôti de bœuf, comme s'il s'agissait d'une cérémonie. Elle a placé la plus grosse portion devant mon frère, Ethan, qui a souri et l'a remercié. Mon père a versé le vin, remplissant le verre d'Ethan à ras-bord, puis en a versé à peine un fond dans le mien. Alors, Ethan, a dit papa, en se penchant en avant, avec ce regard qu'il avait quand il était fier. Comment se passe l'entraînement? Ethan a haussé les épaules, mais il souriait. Dur, mais j'adore ça. Le BUDES, ce n'est pas une blague. Bien sûr que ça ne l'est pas, a répondu maman, rayonnante. Tu vas être un SEAL. Un vrai héros. J'ai coupé un morceau de mon rôti. Il était sec. Et toi, Pauline, a demandé papa, presque comme après coup. Tu fais toujours du. Qu'est-ce que tu fais, déjà? Coordination des opérations, ai-je dit, d'une voix égale. Logistique de la flotte, et planification stratégique, c'est bien ça? Il a hoché la tête, mais ses yeux s'étaient déjà tournés vers Ethan. C'est bien. Un travail important, j'en suis sûr. Maman a posé sa fourchette. Au moins, Ethan sert pour de vrai, a-t-elle déclaré. Sur le terrain, tu sais. Il fait vraiment quelque chose. Ethan a semblé mal à l'aise. Maman. Je dis juste ça comme ça, a-t-elle poursuivi. C'est différent. Ta sœur a un bon travail, j'en suis certaine, mais tu vas être sur le terrain, à sauver des vies. Papa a levé son verre. Ouais, pas juste assis derrière un bureau, quelque part. Je ne les ai pas corrigés. J'aurais pu leur parler de la Bronze Star, que j'avais reçue, après avoir coordonné un groupe aéronaval, lors d'une crise en mer de Chine méridionale. J'aurais pu mentionner la médaille du service distingué de la marine, Navy Distinguished Service Medal, qui reposait dans un coffre-fort, parce que je ne pouvais pas la ramener à la maison, sans devoir expliquer des opérations classifiées. J'aurais pu leur dire que mon travail de bureau impliquait des décisions, qui affectaient des milliers de marins, et des millions d'euros d'équipement. Au lieu de cela, j'ai pris une gorgée de vin, et je n'ai rien dit. Cela avait toujours été ainsi. Ethan était l'enfant prodige, charmant, athlétique, celui pour qui tout semblait facile. J'étais la fille discrète, celle qui étudiait trop, celle qui ne correspondait pas tout à fait au récit familial que mes parents avaient écrit. Quand j'ai été accepté à l'Académie navale, maman a dit « C'est bien, chérie ». Quand Ethan a intégré l'équipe de football du lycée, ils ont fait 6 heures de route, pour le voir cirer le banc de touche. Quand j'ai reçu ma commission d'enseigne de vaisseau, ils m'ont envoyé une carte. Quand Ethan a eu sa première petite amie, ils ont organisé un barbecue. Ce schéma était ancien et familier, usé et lissé par la répétition. « Tu es là pour combien de temps ?» a demandé Ethan. « 3 jours, ai-je répondu. Ensuite, je retourne à Pearl. Hawaï, a lâché papa, en secouant la tête. Ça doit être sympa. C'est du travail, ai-je répliqué. Bien sûr, mais ce n'est pas comme si tu étais dans une zone de combat, ou un truc du genre. Il a pointé sa fourchette vers Ethan. Rien à voir avec ce que lui va faire. Ethan a bougé sur sa chaise. Le travail de Pauline est important aussi, papa. Bien sûr qu'il l'est, s'est empressé d'ajouter maman. Nous sommes fiers de vous deux. C'est juste que. Eh bien,
ce que fait Ethan est plus visible, n'est-ce pas? Plus direct. J'ai terminé mon rôti, et j'ai refusé de me resservir. Après le dîner, j'ai aidé maman à faire la vaisselle, pendant qu'Ethan et papa regardaient un match dans le salon. Le son de leur rire parvenait jusqu'à la cuisine, facile et naturel. Tu sais que nous t'aimons, a dit maman, en me tendant une assiette à essuyer. Je sais. C'est juste qu'Ethan fait quelque chose de tellement extraordinaire, tu comprends. J'ai essuyé l'assiette avec soin, et je l'ai rangée dans le placard. Je comprends. Ce que j'avais compris, c'était ceci. Mes parents avaient décidé, il y a bien longtemps, qui j'étais et ce que je valais. Rien de ce que je pourrais accomplir ne changerait ce récit. Ni mon grade, ni mes états de service, ni les années passées à commander des marins, et à prendre des décisions pour les maintenir en vie. Pour eux, je serais toujours la fille, qui n'était pas tout à fait à la hauteur de leur fils. Je me suis couché tôt ce soir-là, dans ma chambre d'enfant, avec son papier peint défraîchi, et ses trophées de participation, pour des sports où je n'avais jamais brillé. À travers la cloison, je pouvais entendre Ethan au téléphone avec sa petite amie, la voix chaleureuse et détendue. Je suis resté allongé dans le noir, et j'ai pensé à mon état-major, de retour à Hawaï. Ces hommes et ces femmes qui respectaient mon jugement, et qui me confiaient leur vie et leur carrière. J'ai pensé au commandant Sandra Cruz, mon commandant en second, qui m'avait dit la semaine dernière, que j'étais le meilleur officier commandant, sous les ordres de qui elle ait jamais servi. Puis, j'ai repensé à ma mère, disant, au moins, Ethan sert pour de vrai. Le plafond avait une tache d'humidité dans un coin, qui ressemblait à un oiseau. J'avais passé de nombreuses nuits dans cette chambre, à fixer cette tache, en me demandant ce qui clochait chez moi. Pourquoi je n'arrivais pas à ce que mes parents me voient, de la même manière qu'ils voyaient Ethan? Je ne me posais plus la question. Je connaissais la réponse. Il n'y avait rien qui clochait chez moi. Le problème ne venait pas de moi, et je ne pouvais pas le résoudre. Mais le savoir, ne rendait pas la chose moins douloureuse. Le lendemain matin, au petit déjeuner, papa a mentionné que la cérémonie des cils d'Ethan aurait lieu dans quelques mois. Tu devrais venir, a dit Ethan. Si tu peux obtenir une permission. J'essaierai, ai-je répondu. Ça signifierait beaucoup pour moi, a-t-il ajouté. Et je voyais bien qu'il était sincère. Ethan n'était pas le problème. Il ne l'avait jamais été. Il n'avait pas demandé à être le favori, et il n'encourageait pas l'aveuglement de nos parents. S'il y a bien une chose, c'est qu'il semblait parfois en être embarrassé, bien que pas assez pour s'y opposer directement. Toute la famille sera là, a renchéri maman. Ça va être une journée tellement spéciale. J'en suis sûr, ai-je répondu. Papa m'a regardé, par-dessus son journal. Tu pourrais porter ton uniforme. Te mettre un peu sur ton 31. Je pourrais, ai-je concédé. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je porterai effectivement mon uniforme. Ma tenue de service bleue, avec les rubans et les insignes, qui racontait cette histoire que mes parents n'avaient jamais pris la peine de lire. L'uniforme d'un contre-amiral, de grade au 7, l'un des plus jeunes officiers généraux de la marine. Mais il ne le verrait pas. Il ne voyait jamais rien. J'ai terminé mon café, et je me suis excusé. J'avais une visioconférence avec mon état-major dans 2 heures, et je devais trouver un endroit calme, avec une bonne connexion Internet. Alors que j'installais mon ordinateur dans la chambre d'amis, j'ai entendu mes parents dans la cuisine, leur voix portant à travers la maison. Elle a l'air fatiguée, a dit maman. Le travail de bureau fait cet effet-là, a répondu papa. J'ai ouvert mon ordinateur, et je me suis connecté au réseau sécurisé. Mon écran s'est rempli des visages de mon équipe de commandement. Sérieux, professionnel, attendant mes directives. Bonjour, amiral, a dit le commandant Cruz. Bonjour, ai-je répondu. Commençons. Pendant les 90 minutes qui ont suivi, j'étais dans mon élément. Nous avons discuté de l'état de préparation de la flotte, des déploiements de personnel, de la maintenance des équipements, et des calendriers. J'ai pris des décisions, donné des ordres, et résolu des problèmes. Mon personnel écoutait, prenait des notes, et posait des questions pertinentes. Quand nous avons terminé, Cruz a dit « Merci, madame. Profitez bien du reste de votre permission. » Merci, commandant. J'ai fermé l'ordinateur, et je suis resté assise dans le silence de la chambre d'amis. En bas, j'entendais mes parents rire avec Ethan, à propos de je ne sais quoi.
J'avais passé toute ma carrière à faire mes preuves auprès de gens qui me prenaient au sérieux. Des maîtres principaux, des capitaines de vaisseaux, des amiraux, et des marins du rang. Ils voyaient ma confiance, respectaient mon autorité, et croyaient en mon leadership. Mais je n'avais jamais cessé d'essayer de faire mes preuves, auprès des deux seules personnes qui refusaient de me regarder. 3 jours plus tard, je suis retourné à Hawaï. Mes parents m'ont conduite à l'aéroport. Dans le rétroviseur, j'observais les yeux de mon père, alors qu'il parlait de l'entraînement d'Ethan, maman acquiesçant vigoureusement. Sur le trottoir, ils m'ont prise dans leurs bras pour me dire au revoir. On se voit à la cérémonie d'Ethan, a dit maman. Je serai là, ai-je promis. Et je le serai. Non pas en tant que leur fille, ni en tant que sœur d'Ethan. Mais en tant que moi-même, en tant que l'amiral Pauline Grayson. Et cette fois, ils me verraient enfin. La cérémonie s'est tenue à la base amphibie navale de Coronado, par une radieuse matinée de septembre. Je suis arrivé dans ma tenue de service bleue. La bande dorée sur ma manche accrochait la lumière du soleil, mais personne ne me regardait. Le parking était rempli de familles, serrant des programmes et des appareils photos, toutes venues voir de jeunes hommes devenir des cils. J'ai trouvé mes parents près des premiers rangs de la foule. Maman portait une robe bleu marine, et avait apporté 2 bouquets de fleurs. Papa avait mis son meilleur costume, celui qu'il réservait pour les mariages et les funérailles. Il rayonnait, plongé dans une conversation avec un autre couple, probablement les parents d'un autre cil. Pauline, s'est exclamée maman, quand elle m'a vu. Elle m'a embrassé la joue, l'air distraite. Tu as pu venir. C'est bien. On t'a gardé une place, a dit papa. La place était au bout de la rangée, avec une vue imprenable sur absolument rien. C'est tellement excitant, a poursuivi maman, en m'agrippant le bras. Notre fils, un Navy SEAL. Tu imagines? C'est un sacré accomplissement, ai-je répondu. Papa m'a à peine regardé. Ses yeux balayaient la foule à la recherche d'Ethan, qui devait se trouver quelque part avec sa promotion, se préparant pour la cérémonie. Nous nous sommes assis. Les chaises étaient disposées en rangée, face à une estrade, où les insignes du trident seraient remis. Derrière l'estrade, l'océan s'étendait, bleu et infini. Ce même océan que j'avais passé ma carrière à défendre. C'est ça, a dit maman à la femme assise à côté d'elle, avec un grand geste de la main, ce à quoi ressemble le vrai service militaire. Mon fils est un guerrier. J'ai croisé les mains sur mes genoux, et j'ai regardé l'estrade. À 10 heures pile, la cérémonie a commencé. Les candidats SEAL ont marché en formation, impeccables et disciplinés, leur visage durci par la fierté et l'épuisement. Ethan était dans la 3e rangée, les yeux fixés droit devant, son allure parfaite. Le commandant de la base a pris la parole en premier, parlant de sacrifice et de fraternité, des standards et du processus de sélection, qui faisait des SEAL une unité d'élite. Ensuite, il a présenté le général de corps d'armée Robert Miller, venu du SOCOM pour remettre les distinctions. Miller est monté sur l'estrade. Il avait la 50aine, il était droit comme un i, avec des cheveux gris coupés très courts, et des rubans de médaille couvrant la moitié de sa poitrine. Il a parlé de l'importance des opérations spéciales, de ces hommes qui se portaient volontaires, pour faire les travaux les plus durs, dans les conditions les plus extrêmes. J'avais déjà rencontré Miller à 2 reprises. Une fois lors d'un briefing sur des opérations interarmées à Tampa, et une autre fois lors d'une réception, suite à une passation de commandement. Les 2 fois, il avait été professionnel et perspicace. Le genre d'officier qui ne gaspillait pas ses mots. Son discours était bon, mesuré, respectueux, et inspirant, comme devraient l'être les discours militaires. Il parlait de la portée mondiale des forces spéciales navales, lorsque ses yeux ont balayé la foule, et se sont posés sur moi. Il s'est arrêté au milieu d'une phrase. Pendant un instant, il m'a simplement dévisagé. Puis, il a baissé les yeux sur ses notes, m'a regardé de nouveau, et son expression a changé, se muant en quelque chose qui ressemblait à de la surprise. La foule a commencé à murmurer. Les gens avaient remarqué la pause, et avaient vu son regard. Miller s'est éloigné du micro, a dit quelque chose au commandant de la base à côté de lui, puis est descendu de l'estrade. Il a marché droit vers moi. Les murmures se sont amplifiés. Mes parents avaient l'air confus. Papa s'est penché vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. Je me suis levé, car c'est ce que l'on fait, lorsqu'un général 3 étoiles s'avance vers vous, d'un pas aussi décidé.
Miller s'est arrêté à 1 mètre de moi, et a salué. Amiral Grayson, a-t-il dit clairement, sa voix portant loin. C'est un honneur de vous avoir parmi nous, madame. La foule est devenue silencieuse. J'ai rendu le salut. Général. Autour de moi, les gens se levaient. Les officiers dans la foule se sont mis au garde à vous. J'ai vu Ethan, dans la formation, les yeux écarquillés, sa main se levant d'un coup sec pour saluer. Les autres candidats s'y l'ont suivi, et la formation entière m'a salué. Mes parents restaient pétrifiés, le visage blême de stupeur. Miller m'a regardé dans les yeux pendant un instant, a hoché la tête une fois, puis est retourné sur l'estrade. Mesdames et messieurs, a-t-il déclaré dans le micro. Nous avons l'insigne honneur d'avoir le contre-amiral Pauline Grayson, parmi nous aujourd'hui. L'amiral Grayson commande le groupe de la logistique et des opérations, de la flotte du Pacifique, et a servi avec une distinction extraordinaire, pendant plus de 25 ans. Sa présence ici honore ces hommes et cette cérémonie. La foule a applaudi. Ce n'étaient pas des applaudissements de politesse. C'était un hommage soutenu, sincère. Le genre de reconnaissance, qui vient de personnes qui comprennent ce que signifie un tel grade, et le prix qu'il a fallu payer pour l'atteindre. Je suis resté debout, jusqu'à ce que Miller fasse signe à tout le monde de s'asseoir. Ensuite, je me suis rassis sur ma chaise, ma posture toujours aussi droite, mon expression neutre. À côté de moi, ma mère avait la bouche entr'ouverte. De l'autre côté, mon père me fixait comme si j'étais une étrangère. J'ai gardé les yeux fixés droit devant moi. La cérémonie a repris. Les insignes des cils ont été remis. Chaque candidat s'avançant, pour recevoir son trident. Quand le nom d'Ethan a été appelé, il a marché vers l'estrade avec précision, a serré la main de Miller, et a reçu son insigne. Maman a pleuré. Les mains de papa tremblaient, alors qu'il tenait son appareil photo. J'ai regardé mon frère devenir un cil, et je me suis senti sincèrement fier de lui. Son accomplissement était bien réel. Il l'avait mérité. Mais les expressions sur les visages de mes parents, le choc, la confusion, et cette soudaine prise de conscience. C'était pour moi. Après la cérémonie, les familles se sont précipitées vers leurs marins. Mes parents se sont dirigés vers Ethan, mais lentement, d'un pas incertain. Je suis resté en retrait, pour leur laisser profiter de ce moment. Le commandant Cruz est apparu à mes côtés. Elle était en ville pour une conférence sur la logistique, et était venue à la cérémonie par courtoisie. Belle entrée en matière, amiral, a-t-elle murmuré. Je ne l'avais pas prévu. Je sais. C'est ce qui rend la chose parfaite. Elle s'est éclipsée, alors que mes parents s'approchaient. Ethan était avec eux, son nouveau trident épinglé sur la poitrine, l'expression de son visage oscillant, entre la fierté et l'inquiétude. Pauline, a commencé papa, la voix brisée. Tu es amiral. Oui. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé maman, les yeux rouges. Je l'ai fait, ai-je répondu calmement. À plusieurs reprises. Vous n'avez juste pas demandé de détails. Ethan m'a regardé, puis a regardé nos parents. Je vous avais dit qu'elle était un officier supérieur. J'avais dit qu'elle était importante. Tu as dit qu'elle travaillait dans la logistique, a balbutié papa, faiblement. Je commande les opérations logistiques, pour l'ensemble de la flotte du Pacifique, ai-je précisé. C'est un poste d'officier général. Maman a tendu la main vers mon bras, mais j'ai reculé d'un pas. Sans être impoli, juste ce qu'il fallait. Tu étais un amiral pendant tout ce temps? Pendant 3 ans. Avant ça, j'étais capitaine de vaisseau pendant 6 ans. Et avant ça, capitaine de frégate. Vous étiez à ma cérémonie de promotion, quand je suis passé capitaine de corvette. Mais vous êtes parti avant la fin. J'ai vu le souvenir refaire surface sur leur visage, je les ai vus reconstituer des années de rejet désinvolte, et d'étapes cruciales oubliées. Nous ne savions pas, a soufflé papa. Vous n'avez jamais posé la question. Ethan s'est raclé la gorge. Je dois aller pointer avec ma promotion. Pauline, est-ce qu'on peut se parler plus tard? Bien sûr. Félicitations, Ethan. Tu as mérité ça. Il a hoché la tête, m'a serré l'épaule, et est parti. Autour de nous, les familles prenaient des photos, riaient, faisaient la fête. Mes parents se tenaient au milieu de tout cela,
l'air complètement perdu. Nous sommes désolés, a finalement lâché maman. Je sais, nous aurions dû. Oui, les jeux interrompus doucement. Vous auriez dû. Papa a fait une nouvelle tentative. Nous sommes fiers de toi. Nous le sommes. Nous ne savions juste pas ce que tu faisais, a terminé maman. Nous ne pensions pas que c'était important. Nous ne voyons pas cela comme un vrai service. Ils ont tressailli. Je n'ai pas adouci mon ton, mais je ne l'ai pas durci non plus. J'ai simplement énoncé les faits, comme je l'aurais fait lors d'un briefing. Je dois partir bientôt, ai-je annoncé. J'ai un transport pour rentrer à Pearl à 14 heures. Déjà, s'est étonnée maman. J'ai pris une permission pour être ici, aujourd'hui. Je dois retourner au travail. Est-ce qu'on peut t'accompagner, a demandé papa. Ce n'est pas nécessaire. J'ai commencé à m'éloigner, puis j'ai fait une pause, et je me suis retourné. Pour ce que ça vaut, l'accomplissement d'Ethan aujourd'hui est bien réel. Soyez fiers de lui. Il le mérite. Puis, je les ai laissés planter là. 2 personnes, qui venaient de découvrir qu'ils avaient été aveugles pendant 30 ans. J'ai traversé la base, en direction de la piste d'envol, mes chaussures résonnant sur le bitume, et mon uniforme immaculé, sous le soleil de la Californie. Derrière moi, j'ai entendu ma mère pleurer. Je ne me suis pas retourné. J'ai grandi en étant invisible. Pas négligé, pas maltraité, juste invisible. De cette manière bien spécifique, qui se produit lorsqu'une famille a déjà décidé de qui comptait le plus. Ethan avait 3 ans de moins que moi, né après que nos parents eurent passé le début de mon enfance, à espérer un fils. Quand il est enfin arrivé, leur monde s'est réorienté autour de lui, comme des planètes autour du soleil. J'avais 7 ans quand il est né. Je me souviens l'avoir tenu dans mes bras à l'hôpital, cette toute petite chose au visage rouge, et avoir senti quelque chose changer dans la pièce. La façon dont maman le regardait, était différente de la façon dont elle m'avait jamais regardé. Plus douce, plus complète. Papa avait voulu un fils, pour jouer à la balle, pour lui parler de voiture et de sport, pour perpétuer le nom de famille, de la manière qui comptait à ses yeux. J'ai essayé d'être cet enfant. J'ai joué au baseball, j'ai gagné des badges chez les scouts, j'ai ramené des bulletins parfaits. Rien de tout cela ne suffisait, parce que rien de tout cela n'était ce qu'il voulait. Quand Ethan a été en âge de lancer une balle, papa a passé tous ses week-ends dans le jardin avec lui. Quand je demandais à me joindre à eux, il répondait, c'est un moment entre hommes, Pauline. Peut-être plus tard. Le plus tard n'est jamais venu. J'ai appris très tôt à cesser de réclamer de l'attention, et j'ai commencé à travailler pour la réussite, à la place. Si je ne pouvais pas être leur préféré, je serais la meilleure. J'ai étudié plus dur, j'ai eu de meilleurs résultats, j'ai remporté plus de prix. L'étagère de ma chambre s'est remplie de trophées scolaires, et de certificats d'excellence. Maman y jetait un coup d'œil, et disait, c'est bien, chérie, puis redescendait pour regarder l'entraînement de foot d'Ethan. Le lycée fut dans la même veine. J'étais major de promotion. Ethan a été élu roi du bal. Devinez qui a eu droit à la plus grande fête. J'ai postulé à l'Académie navale, parce que je voulais de la structure, de la discipline. Quelque chose qui mesurerait la valeur de façon objective. L'Académie se moquait bien que je sois discrète, ou studieuse, ou moins charismatique que mon frère. Ce qui comptait, c'était la performance, le respect des normes, et une excellence que l'on pouvait quantifier. Je me suis épanoui là-bas. Ma première année en tant que cadet, plèbe, a failli me briser. Elle brise tout le monde. Mais j'en suis ressorti plus forte. J'ai tenu le coup, grâce à la discipline et à l'obstination. Ces mêmes qualités, qui m'avaient permis de traverser mon enfance. À l'obtention de mon diplôme, j'étais classé dans les 10% meilleurs de ma promotion. Maman et papa sont venus à ma remise de commission. Ils se sont assis dans la foule, au Navy Marine Corps Memorial Stadium, et m'ont regardé recevoir mes barrettes d'enseigne de vaisseau. Après coup, papa m'a serré la main, et m'a dit, nous sommes fiers de toi. Puis il a regardé sa montre, et a ajouté qu'il devait repartir, pour le tournoi de baseball d'Ethan. J'avais 22 ans, j'étais l'enseigne Pauline Grayson, de l'United States Navy. Et j'étais toujours aussi invisible à leurs yeux. Ma première affectation a été à bord d'un destroyer, en tant que chef de service.
J'ai appris à diriger des marins, à prendre des quarts, et à prendre des décisions, quand la vie et le matériel dépendaient de la justesse de mes choix. J'étais doué pour ça. Mes rapports d'évaluation en témoignaient. Je suis passé enseigne de vaisseau de première classe dans les temps, puis lieutenant de vaisseau en avance sur le calendrier. Quand j'ai appelé à la maison, pour leur annoncer ma promotion au grade de lieutenant, maman a répondu « C'est formidable, chérie. As-tu entendu pour Ethan ? Il a été pris au niveau de l'État. Une bourse complète pour le football américain. J'ai servi en mer, puis à terre, puis de nouveau en mer. J'ai fait une affectation au sein de l'état-major de la flotte du Pacifique, une autre sur un croiseur, et un passage à la Naval Postgraduate School, l'école supérieure de la marine. Je suis devenu capitaine de corvette à 31 ans, plus jeune que la moyenne, et j'ai pris le commandement d'une unité de soutien logistique, au Japon. Je les ai appelés pour le leur dire. Papa a dit, capitaine de corvette, hein? C'est bien, ça? C'est le grade avant capitaine de vaisseau? J'ai expliqué. Oh, eh bien, tant mieux pour toi. Puis, Ethan vient de demander sa copine en mariage. On prépare la cérémonie. Je suis rentré pour le mariage. J'ai porté ma tenue de service. Personne ne m'a posé de questions sur mon uniforme. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail. Lors de la réception, j'étais assise à une table au fond, avec des cousins éloignés, pendant que mes parents faisaient des discours sur Ethan, sur sa magnifique mariée, et sur leur brillant avenir. Je suis parti avant qu'ils ne coupent le gâteau. À 37 ans, je suis devenu capitaine de vaisseau, de grade O6. Ce grade s'accompagnait du commandement d'un escadron logistique, et de responsabilités s'étendant sur de multiples bases. Je gérais des centaines de personnes, des millions d'euros d'équipement, et des opérations qui permettaient à la flotte de continuer à tourner. J'ai envoyé à mes parents une photo de ma cérémonie de promotion. Maman a répondu par SMS, tellement fière. La femme d'Ethan est enceinte. C'est l'année où j'ai arrêté d'essayer. Pas consciemment. Je n'ai pas pris de décision, et je n'ai pas eu de révélation. J'ai juste cessé de m'attendre à autre chose. J'ai cessé d'espérer qu'il me poserait des questions sur mon travail. J'ai cessé d'imaginer des conversations où il me verrait comme autre chose qu'une pensée secondaire après les accomplissements d'Ethan. Je me suis concentré sur ma carrière, à la place. J'étais bonne dans mon travail. Peut-être même excellente. Mes supérieurs l'ont remarqué. Mes rapports d'évaluation utilisaient des mots comme « exceptionnel » et « à promouvoir avant ses pairs ». J'ai reçu une bronze star pour mon rôle dans la coordination du soutien logistique lors du déploiement d'un groupe aéronaval dans le Golfe Persique. La citation était classifiée, je ne pouvais donc pas expliquer ce que j'avais fait. Mais cela impliquait 72 heures sans sommeil, et des décisions qui avaient évité un désastre logistique, lors d'opérations critiques. J'ai rangé la médaille dans un coffre-fort. Il n'y avait aucun intérêt à la ramener à la maison. À 43 ans, j'ai été déployé en mer de Chine méridionale, pendant une période de forte tension. Notre groupe aéronaval était positionné comme force de dissuasion, et mon travail consistait à m'assurer que nous pouvions soutenir les opérations indéfiniment, si nécessaire. Cela impliquait de se coordonner avec de multiples pays, de gérer des chaînes d'approvisionnement sur des milliers de kilomètres, et de résoudre des problèmes en temps réel, avec des informations incomplètes. Nous avons réussi. La crise a désescaladé. Le groupe aéronaval a maintenu son état de préparation d'un bout à l'autre, et j'ai reçu la Navy Distinguished Service Medal. L'amiral qui me l'a épinglé a déclaré que j'avais accompli mon devoir au niveau d'un officier général, tout en portant encore les aigles de capitaine de vaisseau. Le comité des promotions a été du même avis. À 45 ans, j'ai été sélectionné pour devenir contre-amiral, moitié inférieur. Grade d'officier général au 7. La cérémonie s'est déroulée à Pearl Harbor. Le commandant Cruz a lu les ordres. Un amiral 2 étoiles m'a fait prêter serment. Mes nouvelles épaulettes brillaient, or sur fond bleu. J'ai appelé mes parents le soir même. C'est merveilleux, chérie, a dit maman. Nous sommes si heureux pour toi. Écoute, Ethan a reçu ses ordres, pour s'entraîner à la sélection des SEAL. Tu y crois? J'y croyais. Ethan s'était engagé dans la marine 2 ans plus tôt, suivant mes traces, mais d'une manière que les gens remarquaient et célébraient. Il était fort, athlétique, charismatique.
Tout ce que le programme BUDS recherchait. Dis-lui félicitations. Je le ferai, ai-je ajouté. Il est tellement excité. C'est un événement tellement important. Ça l'est, ai-je acquiescé. Ton père veut savoir, est-ce que amiral, c'est plus haut que capitaine? J'ai fermé les yeux. Oui, maman. Amiral, c'est plus haut que capitaine. Oh, c'est bien. Donc tu as encore été promu? Oui. Eh bien, tant mieux pour toi, chérie. Nous sommes très fiers. Bon, à propos d'Ethan. Je l'ai laissé parler. Elle m'a parlé de son entraînement, de sa détermination, de ses rêves de devenir un SEAL. Elle m'a confié à quel point elle était inquiète, à quel point cela serait dangereux, et à quel point ils étaient fiers, qu'ils se surpassent à ce point. J'ai écouté. Et je n'ai rien dit sur mes propres déploiements. Sur mes propres dangers. Sur mes propres années, à repousser mes limites, des limites qu'ils n'avaient jamais pris la peine de connaître. Quand j'ai raccroché, je suis resté debout sur mon véranda, et j'ai contemplé le Pacifique. Quelque part au loin, il y avait des navires que je contribuais à ravitailler. Des marins, dont la vie dépendait des chaînes logistiques que je gérais. Des opérations que j'avais coordonnées, qui avaient empêché des conflits de dégénérer. Mes parents ne savaient rien de tout cela. Ils savaient que je travaillais dans la marine. Ils savaient que je portais un uniforme. Au-delà de ça, je n'étais qu'une forme floue en arrière-plan, dans la vie bien plus intéressante d'Ethan. 3 années ont passé. J'ai servi en tant qu'officier général, j'ai commandé mon groupe, et j'ai pris des décisions qui ont impacté des milliers de personnes. Je travaillais 70 heures par semaine, et je passais la plupart des jours fériés en mer, ou sur une base. J'ai encadré de jeunes officiers, conseillé des marins en difficulté, et façonné des politiques, qui ont amélioré l'état de préparation à l'échelle de la flotte. Et puis, est arrivé ce coup de fil, au sujet de la cérémonie d'Ethan. Tu viendras, n'est-ce pas, a demandé maman. C'est tellement important. Mon fils, un Navy SEAL. Je serai là, ai-je répondu. J'aurais pu le lui dire, à ce moment-là. J'aurais pu lui expliquer très précisément, qui serait assis dans le public, quel grade je détenais, et ce que ma présence pourrait signifier. Mais j'avais appris, depuis bien longtemps. S'il ne posait pas de questions, c'est parce qu'il ne voulait pas de réponse. Il voulait que je m'intègre à leur histoire, et non que je la perturbe avec la mienne. Alors, je n'ai rien dit. J'ai posé ma permission, organisé mon transport, et je me suis préparé à voir mon frère, accomplir quelque chose d'authentiquement impressionnant, pendant que mes parents continueraient de ne pas me voir. Je n'avais pas planifié ce qui s'est passé. Je ne l'avais pas orchestré. Je ne l'avais même pas espéré. Mais quand le général Miller est descendu de cette estrade, et m'a salué devant tout le monde. Quand les visages de mes parents ont blêmi de stupeur. Quand la vérité, qu'ils avaient ignorée pendant des décennies, est devenue impossible à nier. J'ai ressenti quelque chose, que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai été vu. Le vol de retour vers Pearl Harbor m'a offert 6 heures de solitude, en tête-à-tête avec mes pensées. Assise sur le strapontin d'un ACE-130, entouré de fret et de silence, j'ai rejoué la cérémonie en boucle. Le visage de ma mère, quand Miller a fait son salut. Les mains tremblantes de mon père. Le poids des années de mépris, soudainement rendu visible, en un seul moment saisissant. J'aurais dû me sentir vengée, peut-être même triomphante. Au lieu de cela, je me sentais épuisé. L'avion s'est posé sur la base interarmée de Pearl Harbor ICAM, juste après 22 heures. Le commandant Cruz m'attendait sur le tarmac, bien que je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Amiral, a-t-elle dit, en emboîtant le pas à mes côtés. Comment ça s'est passé? Vous étiez là. Vous avez vu. J'ai vu la cérémonie. Je vous demande pour l'après. Nous avons traversé la piste, en direction des bâtiments administratifs de la base. L'air nocturne était chaud, lourd de l'odeur de l'océan et du carburant des jets. Ils étaient sous le choc, ai-je fini par dire. Confus. Ils se sont excusés. Et c'est tout. Je suis parti. Cruz est resté silencieuse un moment. Permission de parler librement, madame? Toujours. Ça a dû être satisfaisant. Je me suis arrêté de marcher, et je l'ai regardé. Sandra Cruz avait 42 ans, c'était un officier de guerre de surface,
qui avait commandé 2 navires avant de rejoindre mon état-major. Elle était compétente, directe, et l'une des rares personnes que je considérais comme une amie. Ça ne l'était pas, ai-je répondu. C'était juste triste. Elle a étudié mon visage. Il ne savait vraiment pas. Il savait que j'étais dans la marine. Il savait que j'avais un grade. Au-delà de ça. J'ai haussé les épaules. Ils n'ont jamais demandé de détails. Ils n'ont jamais voulu savoir. C'est leur problème, madame. Je sais. Mais le savoir ne rend pas la chose moins douloureuse. Nous avons repris notre marche. Mon bureau était plongé dans le noir, quand nous l'avons atteint. Mon bureau était dégagé, à l'exception d'une pile de rapports, que Cruz avait laissé pour que je l'examine. Le poids normal du commandement, retombant sur mes épaules. Reposez-vous, madame, a dit Cruz. La journée de demain sera chargée. Elle avait raison. Demain était toujours une journée chargée. Je suis retourné dans mes quartiers, au lieu de dormir. Je me suis versé un verre de vin, que je n'allais pas boire, et je me suis assise sur le lané, regardant l'eau sombre. Quelque part au loin, il y avait un groupe aéronaval, que j'avais aidé à approvisionner. Quelque part, il y avait un marin, dont je m'étais assuré que les bottes arriveraient à temps. Quelque part, des opérations se déroulaient sans accroc, grâce aux décisions que j'avais prises. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Ethan. On peut parler? J'ai fixé le message pendant un long moment, avant de répondre. Demain, 9 h, heure locale pour toi. Il a répondu immédiatement, merci. J'ai posé le téléphone, et j'ai fermé les yeux. Le vin est resté intact sur la table. Je n'en avais pas besoin. J'étais déjà assez anesthésié. À 5h30, j'étais debout, habillé, et en train de courir mon parcours habituel, le long du périmètre de la base. 10 km, à un rythme qui m'éclaircissait les idées, et qui rappelait à mon corps, qu'il fonctionnait toujours. À 7 heures, j'avais pris ma douche, j'étais en uniforme, et à mon bureau, en train de passer en revue des rapports opérationnels. Le commandant Cruz est arrivé à 7h30, avec du café et une expression, qui signifiait que nous avions des problèmes. Un ravitailleur de sous-marins à gamme, est en pénurie de pièces, a-t-elle annoncé. Des systèmes critiques. Ils prévoient 72 heures, avant de pouvoir retrouver leur pleine capacité. De quoi ont-ils besoin? D'ensemble de pompage. 3 au total. Nous en avons 2 en inventaire ici, mais le 3e. Vérifiez avec les sous-traitants à San Diego. S'ils en ont un de fabriqué, autorisez une expédition accélérée. C'est déjà fait. Il sera là demain soir. Bien. Quoi d'autre? Nous avons passé l'heure suivante, à passer en revue les problèmes logistiques, les questions de personnel, et les rapports sur l'état de préparation. C'était mon monde. Des problèmes concrets, avec des solutions mesurables. Des gens qui respectaient mon jugement. Un travail qui comptait, de manière que je pouvais voir, et prouver. À 9 h, j'ai appelé Ethan. Il a décroché à la première sonnerie. Pauline, tu voulais qu'on parle. Il y a eu une pause. Le bruit de fond laissait supposer qu'il était dehors, probablement sur la base. Je voulais m'excuser, a-t-il finalement dit. Pour ne pas en avoir fait plus. J'aurais dû leur faire comprendre. Ce n'est pas ta faute, Ethan. Je savais que tu étais un officier supérieur. J'ai essayé de leur dire, mais il s'est arrêté. Il ne voulait pas l'entendre. Je sais. Je suis désolé. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, vers le port, vers les navires gris ancrés en rangées impeccables. Tu as obtenu ton trident hier. C'est ça qui compte. Ne laisse pas cette histoire entacher cela. Ils sont effondrés, a-t-il dit doucement. Maman n'a pas arrêté de pleurer. Papa ne cesse de demander ce qu'il a raté, comment il a pu ne pas savoir. Ils ont tout raté, Ethan. Pas seulement mon grade. Qui je suis, ce que je fais, pourquoi c'est important. Ils ont raté 30 années. Ils veulent arranger les choses. Certaines choses ne peuvent pas être arrangées. Nouvelle pause. Alors, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? J'ai réfléchi à la question. Que voulais-je? Des excuses? Je les avais eues. Une explication? Il n'y en avait aucune,
qui puisse me satisfaire. Une promesse de faire mieux? Il était trop tard, pour que cela ait beaucoup de sens. Dis-leur que j'ai besoin de temps, ai-je répondu. Dis-leur que je ne suis pas en colère, juste fatigué. D'accord. Je peux faire ça. Encore félicitations, Ethan. Être un cil, c'est tout ce que tu espérais, et plus difficile encore que tu ne puisses l'imaginer. Mais tu seras doué pour ça. Merci. Et Pauline. J'ai toujours été fier de toi. J'espère que tu le sais. Ma gorge s'est serrée. Je sais. Nous avons raccroché. Je suis resté assise à mon bureau, à fixer le téléphone pendant un instant, puis je me suis forcé à me remettre au travail. La journée a suivi son rythme normal. Réunion, décision, problème résolu, incendies éteints. À 13 heures, j'ai briefé une délégation du Congrès en visite, sur les capacités logistiques de la flotte du Pacifique. À 15 heures, j'ai passé en revue les rapports d'évaluation, de mon personnel d'encadrement supérieur. À 17 heures, j'ai enfin suffisamment dégagé mon bureau, pour pouvoir partir. Le commandant Cruz m'a trouvé, alors que je m'apprêtais à sortir. Vos parents ont appelé le centre de commandement, m'a-t-elle informé. Je me suis arrêté. Quoi? Il y a environ 1 heure. Ils ont demandé à vous parler. L'officier de quart ne leur a pas passé la communication. Il leur a dit que vous étiez en réunion. C'est très bien. Ils ont posé des questions sur votre emploi du temps, et à quel moment vous seriez disponible. Je me suis massé les tempes. Dites à l'officier de quart, d'être poli mais ferme. Aucun appel ne m'est transféré, sans mon approbation. C'est déjà fait. Je pensais juste que vous deviez le savoir. Merci, Sandra. Elle a hésité. Pour ce que ça vaut, madame. Vous avez géré cette cérémonie avec beaucoup plus de grâce, que je ne l'aurais fait. J'ai l'habitude d'être ignoré. Ça ne devrait pas être une chose, dans laquelle vous excellez. Elle avait raison. Ça ne devrait pas l'être. Ce soir-là, j'ai reçu un email de ma mère. L'objet était « Nous sommes tellement désolés ». Je l'ai fixé pendant 10 minutes, avant de l'ouvrir. Le message était long, émotionnel, plein d'explications, de justifications, et d'excuses désespérées. Elle parlait du fait qu'ils étaient tellement occupés avec Ethan. Qu'ils ne comprenaient rien au grade militaire. Qu'ils avaient supposé que je leur dirais, s'il se passait quelque chose d'important. Elle disait qu'ils m'aimaient, qu'ils m'avaient toujours aimé, et qu'ils étaient si fiers, de tout ce que j'avais accompli. À la fin, elle avait écrit, « S'il te plaît, rentre à la maison. Laisse-nous réparer ça. » J'ai fermé l'ordinateur, sans répondre. Le lendemain matin, mon père a appelé. J'ai laissé sonner, jusqu'au répondeur. Puis il a rappelé, encore et encore. L'après-midi, j'avais 7 appels en absence, et 3 messages vocaux, que je n'avais pas écoutés. Ethan m'a envoyé un SMS, il ne gère pas bien la situation. J'ai répondu, moi non plus. De quoi as-tu besoin? J'ai repensé à cela. De quoi avais-je besoin, moi? D'espace. De distance. De temps, pour assimiler des décennies passées à être invisible, aux yeux des personnes qui auraient dû me voir en premier. De rien pour le moment, ai-je tapé. Juste de temps. Ok, je suis là si ça change. 3 jours après la cérémonie, j'ai reçu un colis à mon bureau. À l'intérieur, se trouvait une photo encadrée de moi, lors de ma promotion au grade de contre-amiral. Une photo que je leur avais envoyée, des années auparavant. Ils ne l'avaient jamais exposée. Maintenant, elle me revenait avec un mot, écrit de la main de ma mère. Nous aurions dû mettre ça sur la cheminée. Nous aurions dû te célébrer. Nous sommes désolés de ne pas l'avoir fait. J'ai regardé la photo. Moi, dans ma tenue de service bleu. L'étoile d'amiral sur mon épaulette. Mon visage composé, et professionnel. La femme sur cette photo, avait mérité tout ce qu'elle portait. Elle avait gravi les échelons, et fait ses preuves maintes et maintes fois. Pas pour la reconnaissance, mais parce que c'était sa nature. Cette femme n'avait pas besoin, de l'approbation de ses parents. Mais la jeune fille qu'elle avait été, celle qui avait tant essayé d'être vue, souffrait encore de leur absence. J'ai posé la photo sur mon bureau, tourné vers le mur. Puis, je me suis remise au travail.
3 semaines après la cérémonie, mes parents ont cessé d'appeler. Les messages vocaux quotidiens sont passés à 1 jour sur 2, puis à 2 fois par semaine. Puis, le silence. Je me suis dit que j'étais soulagé. Et la plupart du temps, j'y croyais. Le travail me consumait, comme il l'avait toujours fait. Je passais en revue les calendriers de déploiement, j'autorisais les transferts de matériel, et je faisais de la médiation entre les commandements, qui se disputaient des ressources limitées. Le commandant Cruz gérait les opérations quotidiennes, pendant que je me concentrais sur la planification stratégique, et les réunions interminables, inhérentes à mon grade d'officier général. À 7 heures un mardi, elle a frappé à la porte de mon bureau, avec une drôle d'expression. « Amiral, vous avez des visiteurs. » J'ai levé les yeux de mes rapports. Je n'ai rien à mon agenda. Je sais. Mais ils sont là quand même. Qui ça? Vos parents. J'ai posé mon stylo avec soin. Ils sont ici? Sur la base? Au centre d'accueil des visiteurs. Ils ont atterri hier soir. Apparemment, ils demandent à vous voir. Mon premier instinct a été de refuser. De les renvoyer. De leur faire comprendre qu'on ne peut pas ignorer quelqu'un pendant 30 ans, puis exiger une audience. Mais j'étais un amiral. Je ne fuyais pas les conversations difficiles. Amenez-les dans la salle de conférence B, ai-je dit. Donnez-moi 10 minutes. Cruz a hoché la tête, et est sorti. Je suis resté seul dans mon bureau, respirant calmement, me préparant de la même manière que je l'aurais fait, pour n'importe quelle négociation complexe. Ils attendaient quand je suis arrivé. Maman se tenait près de la fenêtre, qui donnait sur le port, les mains croisées devant elle. Papa était assis à la table de conférence, et semblait plus vieux que dans mon souvenir. Tous deux se sont retournés lorsque je suis entré, et l'espoir sur leur visage faisait mal à voir. Pauline, a dit maman. J'ai fermé la porte. Vous auriez dû appeler avant de venir. Tu ne prenais pas nos appels, a répliqué papa. Il y a une raison à cela. Les yeux de maman étaient rouges, comme si elle venait de pleurer. Nous avions besoin de te voir. De parler en personne. Je suis resté debout, gardant ma posture formelle. Vous avez 15 minutes. J'ai un briefing à 8 heures. Nous avons discuté, a commencé papa. De tout. De la façon dont nous t'avons traité. De ce que nous avons raté. Et nous avons réalisé. Vous réalisez maintenant, les jeux interrompus doucement. Après 30 ans. Après qu'un général m'ait salué en public, et que vous n'ayez eu d'autre choix, que de voir ce que vous aviez ignoré. Ce n'est pas juste, a protesté maman. Juste? J'ai gardé ma voix égale et professionnelle. Je suis devenu capitaine de corvette à 31 ans. Vous avez demandé si c'était un bon grade. Je suis devenu capitaine de vaisseau à 37 ans. Et je vous ai envoyé une photo de ma cérémonie de promotion. Vous m'avez envoyé un texto pour me dire que la femme d'Ethan était enceinte. Je suis devenu amiral à 45 ans, et vous avez demandé si c'était plus haut que capitaine. Papa a tressailli. Nous ne comprenions pas. Vous n'avez pas posé de questions. Il y a une différence. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, pour regarder les navires. J'ai passé toute mon enfance, à essayer de vous obliger à me voir. J'ai ramené des bulletins parfaits, j'ai gagné tous les prix que mon école offrait, j'ai été accepté dans l'une des universités les plus sélectives du pays. Rien de tout cela ne comptait, parce que je n'étais pas Ethan. Nous t'aimions, a dit maman, la voix brisée. J'en suis sûr. Mais l'amour et l'attention, ce n'est pas la même chose. L'amour et le respect, ce n'est pas la même chose. Vous m'aimez comme on aime un meuble. Présent, fonctionnel, et facile à ignorer. Ce n'est pas vrai, a protesté papa. Je me suis retourné pour leur faire face. Quand a eu lieu ma dernière promotion? Ils se sont regardés, incertains. Quel était mon dernier déploiement? Sur quel navire étais-je en poste, avant d'arriver à Pearl? En quoi consiste réellement mon travail? J'ai fait une pause. Vous ne pouvez répondre à aucune de ces questions, n'est-ce pas? Silence. Mais vous pouvez me parler de l'entraînement BUDS d'Ethan, de sa petite amie, de son mariage, de ses espoirs pour les opérations spéciales. Vous savez tout sur sa vie, parce que vous y avez prêté attention. Maman s'est essuyé les yeux. Nous sommes là maintenant.
Nous essayons. Vous essayez maintenant. Après que tout cela ait été rendu public, après avoir été embarrassé. Ce n'est pas pour ça, a commencé papa. Vraiment? Si le général Miller ne m'avait pas reconnu, si cette cérémonie s'était déroulée comme vous l'espériez, seriez-vous ici? Auriez-vous pris l'avion pour Hawaï, pour exiger de me voir, insistant pour que nous réglions ça? Ils n'ont pas répondu, ce qui était une réponse en soi. J'ai regardé ma montre. Il vous reste 5 minutes. Que attends-tu de nous, a demandé maman, désespérée. Dis-nous ce que nous devons faire. Dis-nous comment arranger les choses. Je veux que vous rentriez chez vous. Je veux que vous réfléchissiez à ce que vous avez raté. Vraiment y réfléchir. Pas seulement à mon grade, mais à tout. Les nuits où je restais debout à étudier, pendant que vous regardiez les matchs d'Ethan. Les cérémonies de remise de prix. Que vous avez quitté avant la fin. Les déploiements dont je revenais, pour découvrir que vous aviez à peine remarqué mon absence. Je veux que vous compreniez, qu'il ne s'agit pas d'une seule cérémonie, ou d'un seul instant. Il s'agit de 30 années à avoir choisi de ne pas me voir. La voix de papa était éraillée. Nous te voyons maintenant. Ah bon? Ou bien voyez-vous un grade, qui vous a fait honte? Voyez-vous un amiral, ou voyez-vous votre fille? Les deux, a-t-il répondu. Alors vous regardez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que la fille dont vous vous souvenez, a appris il y a bien longtemps, à ne plus rien attendre de vous. Maman a fait un pas en avant. Ne dis pas ça. C'est la vérité. J'ai bâti une carrière. J'ai commandé des marins. J'ai pris des décisions qui ont affecté des milliers de personnes. J'ai fait tout cela, en sachant que vous ne le comprendriez, ou ne l'apprécieriez jamais. Et j'étais en paix avec ça. J'avais fait la paix avec cette idée. Mais nous voulons comprendre maintenant, a-t-elle insisté. Maintenant, ça ne suffit pas, les mots sont restés en suspens dans l'air, entre nous. Dehors, par la fenêtre, un destroyer lance-missile se déplaçait dans le port, les marins sur le pont se préparant à la marée. J'ai besoin de temps, ai-je fini par dire. Des mois, peut-être des années. J'ai besoin de comprendre quel genre de relation nous pouvons avoir, s'il peut y en avoir une. Et je dois le faire, sans que vous débarquiez à l'improviste, en posant des exigences, et en essayant de réparer quelque chose, qui est cassé depuis des décennies. Donc, on doit juste attendre, a dit papa. Vous attendez, vous réfléchissez, et peut-être qu'un jour, nous pourrons parler. Mais ça se fera selon mes termes, selon mon calendrier, pas le vôtre. Maman pleurait ouvertement maintenant. Nous t'aimons. Je sais. Mais l'amour ne suffit pas, quand il s'accompagne de 30 ans d'aveuglement. J'ai marché jusqu'à la porte, et je l'ai ouverte. Le commandant Cruz était dans le couloir, professionnel et discrète. Commandant, veuillez escorter mes parents jusqu'au centre d'accueil des visiteurs, et organiser leur transport pour quitter la base. Bien, madame. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Ils semblaient plus petits, plus vieux, diminués par le poids de leur propre échec. Au revoir, ai-je dit. Puis, je me suis éloigné. J'ai regagné mon bureau, fermé la porte, et je suis resté à la fenêtre, les mains appuyées sur le rebord. Ma poitrine était oppressée, ma respiration superficielle. Il y a eu un coup à la porte. Cruz est entré, sans attendre la permission. Comment saviez-vous, ai-je demandé, sans me retourner. 23 ans dans la marine, madame. Je sais à quoi ça ressemble, quand quelqu'un tient le coup de justesse. Elle n'a rien ajouté. Elle est restée là, dans un soutien silencieux. Après un moment, ma respiration s'est stabilisée. Ils partaient d'une bonne intention, ai-je dit. Ça ne veut pas dire qu'ils ont bien agi. Non, en effet. Je me suis redressé, j'ai ajusté mon uniforme, et j'ai retrouvé le sang-froid, qui faisait autant partie de moi, que les étoiles sur mes épaules. J'ai un briefing dans 10 minutes. Je l'ai reprogrammé. Vous avez la matinée de libre. Je l'ai regardé. Ce n'était pas nécessaire. Avec tout mon respect, madame, ça l'était. Elle m'a laissé seule. Je me suis assise à mon bureau, et j'ai regardé la photo encadrée que ma mère m'avait renvoyée, celle de ma promotion au grade de contre-amiral. Sur celle-ci, j'avais l'air confiante, accomplie, complète. J'ai pris mon téléphone, et j'ai envoyé un SMS à Ethan.
J'ai vu maman et papa aujourd'hui. Ça ne s'est pas bien passé. Sa réponse est arrivée rapidement. Je suis désolé. Est-ce que tu vas bien? J'ai tapé, puis effacé 3 réponses, avant de me décider pour « je m'en remettrai ». Parce que je m'en remettrai. J'avais survécu à 30 ans d'invisibilité. Je survivrai à ça, aussi. Le reste de la journée s'est déroulé normalement. J'ai assisté à des réunions, pris des décisions, résolu des problèmes. Quiconque m'aurait regardé, n'aurait pas pu deviner que quelque chose n'allait pas. Et c'était exactement ce qu'il me fallait. Ce soir-là, seul dans mes quartiers, je me suis autorisé exactement 10 minutes de chagrin. 10 minutes pour ressentir la perte de ce qui aurait pu être, de ce qui aurait dû être, et de ce qui n'a jamais été. Puis, je me suis versé un verre d'eau, j'ai relu le planning du lendemain, et je me suis préparé à dormir. J'avais passé ma vie, à prouver que je n'avais pas besoin de leur validation. Maintenant, il fallait juste que j'y croie moi-même. Pendant les mois qui ont suivi la cérémonie, Ethan m'a appelé à 2 heures du matin. J'étais déjà réveillé. L'insomnie était devenue une compagne familière. Alors, j'ai répondu. Pauline. Sa voix était rauque, épuisée. J'ai besoin d'aide. Je me suis assise, instantanément alerte. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu blessé? Non. Oui. Je ne sais pas. Il a fait une pause. J'ai du mal. L'entraînement est. C'est plus dur que je ne le pensais. Et je ne peux pas. Je ne peux pas en parler à maman et papa. Pourquoi pas? Parce qu'ils pensent que je suis invincible. Ils ont passé toute ma vie à me dire que j'étais spécial, que je pouvais tout faire. Comment puis-je leur dire que je suis en train d'échouer? J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, Pearl Harbor était plongée dans l'obscurité, et silencieuse. Es-tu en train d'échouer? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Peut-être. Je suis blessé. Rien de grave, mais ça me ralentit. Et mentalement, je suis épuisé. Tout le monde ici est aussi bon que moi, ou même meilleur. Je ne suis plus spécial, et je ne sais pas comment être quelqu'un de moyen. Il y avait quelque chose d'avide dans sa voix. Quelque chose que j'ai reconnu, et qui m'a rappelé ma propre première année en tant que cadet, à l'académie. Où es-tu en ce moment? Ai-je demandé. À Coronado. Devant les baraquements. Rentre à l'intérieur. Trouve un endroit tranquille. J'attends. Je l'ai entendu bouger. J'ai entendu une porte se fermer, puis, ok. Écoute-moi bien, ai-je dit. Ce que tu ressens, est normal. Tous ceux qui passent la sélection le ressentent. Le but du BUDES est de te pousser au-delà de ce que tu penses pouvoir supporter. Mais si je ne peux pas le supporter, alors tu ne le pourras pas. Et ce n'est pas la fin du monde. Silence à l'autre bout du fil. Ethan, être un cil n'est pas la seule façon de servir. Ce n'est pas la seule façon d'être important. Si ce n'est pas pour toi, ça ne fait pas de toi un raté. Ça fera de moi, quelqu'un de moins bien que ce que j'étais censé être. Et voilà. Le poids de toute une vie, à être l'enfant prodige. Celui qui était censé réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Tu étais censé être parfait, parce que maman et papa avaient besoin que tu le sois, ai-je dit doucement. Ils t'ont imposé ce fardeau, de la même manière qu'ils m'ont ignoré. Aucun de nous ne l'avait demandé, et aucun de nous ne le méritait. Comment as-tu fait? A-t-il demandé. Comment as-tu continué à avancer, quand personne ne te regardait? J'ai réfléchi à cette question. Comment avais-je fait? Qu'est-ce qui m'avait soutenu, pendant toutes ces années à être invisible? J'ai trouvé un but, en dehors de leur approbation, ai-je finalement répondu. J'ai servi parce que j'y croyais, et non pour qu'on m'applaudisse. J'ai dirigé des marins parce qu'ils avaient besoin d'un chef, pas parce que cela impressionnerait mes parents. Je me suis construit une vie, où ma valeur ne dépendait pas de leur reconnaissance. Je ne sais pas si je pourrais faire ça. Tu le peux. Mais d'abord, tu dois survivre à ton entraînement. Alors, voici ce que tu vas faire demain. Tu vas aller voir le personnel médical, pour ta blessure. Pas question de serrer les dents. Pas question de jouer au héros. Fais-toi soigner correctement. Ça va me mettre en retard. Mieux vaut être en retard, que brisé. Ensuite,
tu vas te concentrer sur un seul jour à la fois. Pas sur l'ensemble du programme, pas sur ce qui arrivera après. Juste le jour suivant, l'exercice suivant, le défi suivant. Ok. Et Ethan. Si tu décides d'abandonner. Si tu décides que ce n'est pas pour toi, c'est très bien aussi. Je serai toujours fier de toi. Sa voix s'est brisée. Tu es la seule qui le serait. Alors je suis la seule, dont l'opinion devrait compter. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Je lui ai donné des conseils pratiques, comment gérer les blessures, comment faire face aux instructeurs, comment rester mentalement fort, quand le corps lâche. Des conseils glanés au fil de mes propres années, à repousser mes limites. Quand nous avons raccroché, je me suis recouché, mais je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai pensé à mon frère. L'enfant chéri, qui avait porté le poids des attentes de nos parents, toute sa vie. Qui n'avait jamais eu le droit, d'être moyen, incertain ou effrayé. Peut-être que nous avions tous les deux été endommagés, juste de manière différente. Au cours des mois suivants, Ethan m'a appelé régulièrement. Parfois pour des conseils, parfois juste pour parler. Je suis devenu sa bouée de sauvetage pendant le BUDS. La personne qui comprenait ce qu'il endurait, sans jugement, ni attente. Il s'en est sorti. De justesse, et avec bien plus de difficultés qu'il ne l'admettra jamais devant nos parents. Mais il s'en est sorti. Je vais être un cil, a-t-il dit, lorsqu'il a appelé pour annoncer la nouvelle. Je sais. Je n'en ai jamais douté. Moi, j'en ai beaucoup douté. C'est ce qui rend la chose réelle, Ethan. Quiconque suit ce programme, et ne doute pas de lui-même, est soit un menteur, soit quelqu'un qui n'est pas humain. Il est resté silencieux un moment. Merci pour tout. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Si, tu l'aurais pu. Mais je suis heureuse d'avoir pu aider. Après avoir raccroché, le commandant Cruz m'a trouvé dans mon bureau. Une bonne nouvelle, a-t-elle demandé, lisant mon expression. Mon frère a terminé sa formation. Le SEAL? Oui. Elle a hoché la tête. C'est un véritable accomplissement. Vous devez être fier. Je le suis. Il a travaillé dur pour l'obtenir. Vous aussi, a-t-elle déclaré. Pour votre grade, je veux dire. Vous avez travaillé dur, vous aussi. Je l'ai regardée, me demandant où elle voulait en venir. J'ai repensé à ce qui s'est passé, lors de cette cérémonie, a-t-elle poursuivi. À propos de vos parents. Et j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc? Vous avez passé toute votre carrière, à devenir quelqu'un digne de respect. Quelqu'un qui a mérité tout ce qu'elle possède. Et vous l'avez fait sans reconnaissance, ni soutien. C'est plus impressionnant, que tout ce que votre frère a accompli. Ce n'est pas une compétition, Sandra. Je sais. Mais parfois, les gens ont besoin d'entendre qu'ils sont remarquables. Même si ça ne vient pas des personnes, de qui ils voulaient l'entendre. Elle est partie, avant que je ne puisse répondre. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'Ethan. L'objet était « Merci ». Et le message était simple. Tu es le meilleur officier que je connaisse, et la meilleure sœur du monde. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à te le dire. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai classé, dans un dossier que j'avais intitulé « Choses qui comptent ». 2 semaines plus tard, mes parents m'ont appelé. Je filtrais leurs appels depuis des mois, mais quelque chose m'a poussé à répondre, cette fois-ci. Pauline, a dit maman. Merci de prendre notre appel. Que se passe-t-il? Nous voulions te dire quelque chose. Nous consultons une thérapeute. Pour notre famille, pour la façon dont nous t'avons traité. Nous voulions que tu saches que nous essayons de comprendre. Je me suis assise lentement. Une thérapeute? Le docteur Morrison. Elle est spécialisée dans les dynamiques familiales. Nous avons eu 6 séances, jusqu'à présent. La voix de papa s'est jointe à la conversation. Il m'avait mise sur haut-parleur. Elle nous aide à voir les choses, de ton point de vue. Comment notre comportement t'a affecté? Comment nous avons détruit notre relation? C'est une bonne chose, ai-je dit prudemment. Nous ne demandons pas le pardon, a poursuivi maman. Pas encore. Nous voulions juste que tu saches, que nous travaillons sur nous-mêmes. Que nous prenons ça au sérieux. Ok. Et nous voulions te dire.
Nous avons parlé de nos séances à Ethan. Nous nous sommes excusés auprès de lui aussi. Pour lui avoir mis trop de pression. Pour l'avoir rendu responsable de notre fierté. Cela m'a surprise. Comment l'a-t-il pris? Mieux que ce que nous méritions. Il a dit que tu l'avais aidé, pendant sa formation. Que c'est vers toi qu'il s'est tourné, quand les choses devenaient difficiles. La voix de papa était éraillée. Tu étais là pour lui, quand nous ne pouvions pas l'être. C'est mon frère. C'est ce que font les frères et sœurs. Nous aurions dû être là pour vous deux, a dit maman. De manière différente, mais à parts égales. Nous avons échoué sur ce point. Je n'ai pas cherché à contredire. Il n'y avait rien à contredire. Je dois vous laisser, ai-je annoncé. J'ai du travail. Bien sûr. Nous voulions juste que tu saches, que nous essayons. Après avoir raccroché, je suis resté dans le silence de mon bureau, et j'ai assimilé la conversation. Ils essayaient. Cela ne réparait rien. Cela n'effaçait pas des décennies de dégâts. Mais c'était déjà ça. Peut-être que c'était suffisant, pour le moment. Le commandant Cruz a frappé à la porte, et est entré. Amiral, nous avons un problème, avec la chaîne d'approvisionnement à Okinawa. Les détails, livraison d'équipements retardés par un typhon. Le commandant de la base, demande une source d'approvisionnement alternative. J'ai ouvert mon ordinateur. Voyons ce que nous pouvons faire. Et tout simplement, je suis retourné au travail. De retour à cet endroit où j'étais compétente, respectée, valorisée. De retour dans ce monde qui avait du sens. Mais, dans un petit coin de ma tête, quelque chose avait changé. Mes parents essayaient. Ethan me voyait. Et peut-être qu'il y avait une voie vers l'avenir, qui n'exigerait pas que je choisisse entre ma carrière et ma famille. Cela prendrait du temps. Des années, probablement. Mais j'avais passé ma vie entière à être patiente. Je pouvais bien patienter encore un peu. 7 mois après la cérémonie, mes parents m'ont demandé s'ils pouvaient me rendre visite à nouveau. Cette fois-ci, ils ont appelé avant. Cette fois-ci, j'ai dit oui. Ils sont arrivés un samedi après-midi, pendant l'un de mes rares week-ends de libre. Je les ai rejoints dans un restaurant à Honolulu, un terrain neutre, où aucun de nous n'avait l'avantage. Maman avait l'air plus mince. Les cheveux de papa étaient devenus complètement gris. Ils semblaient tous les deux nerveux, incertains de la façon de commencer. Merci de nous rencontrer, a dit maman. J'ai hoché la tête. Vous avez dit que vous travailliez avec une thérapeute. Depuis 6 mois maintenant, a confirmé papa. 2 fois par mois. Le docteur Morrison a été très éclairante. Comment ça? Maman a croisé les mains sur la table. Elle nous a aidés à comprendre que nous ne faisions pas que te négliger. Nous choisissions activement de ne pas te voir. Il y a une différence. Je sais qu'il y en a une. Nous étions tellement concentrés sur Ethan, a poursuivi papa, sur le fait de nous assurer qu'il réussisse, que nous nous sommes convaincus que tu n'avais pas besoin de nous. Tu étais intelligente, capable, indépendante. Nous nous disions que tu allais bien. J'allais bien, ai-je répondu. Mais je n'aurais pas dû avoir à l'être, tout le temps. Non, a admis maman. Tu n'aurais pas dû. Et nous sommes désolés. Vraiment, profondément désolés, pour tout ce que nous t'avons fait subir. Ces excuses étaient meilleures que les précédentes. Plus réfléchies, moins désespérées. Mais j'avais appris que les excuses étaient faciles. C'est le changement qui était difficile. Que allez-vous faire différemment, ai-je demandé. Ils se sont regardés, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une véritable incertitude. Une véritable reconnaissance de leur échec. Nous voulons te connaître, a déclaré papa. Pas celle que nous pensions que tu étais, mais qui tu es vraiment. À quoi ressemble ta vie? Ce que signifie ton travail. Ce qui est important pour toi. Cela va prendre du temps. Nous le savons. Nous y sommes préparés. Maman a sorti un petit carnet. J'ai appris des choses, sur la structure des grades de la marine. Sur ce que fait un contre-amiral, et quelles sont tes responsabilités. Je ne comprends pas encore tout, mais j'essaie. J'ai regardé le carnet. Il était rempli de son écriture. Des notes, des questions, des schémas de la hiérarchie des grades.
Ton père s'est documenté sur les opérations de la flotte du Pacifique, a-t-elle continué. Sur la logistique et les chaînes d'approvisionnement. Il ne savait pas que c'était ce que tu faisais. Que c'était toi, qui faisais tourner toute la flotte. C'est impressionnant, a ajouté papa. Ce que tu as accompli, l'envergure de ton commandement. Quand je pense à ce que tu gères chaque jour. Il a secoué la tête. Je suis épaté, et j'ai honte de ne pas l'avoir su. Le serveur est arrivé, a pris notre commande, et est reparti. Nous sommes restés assis en silence, pendant un moment. Ethan parle de toi différemment maintenant, a repris maman. Il nous a dit que tu l'avais aidé pendant le BUDES, qu'il n'y serait pas arrivé sans toi. Il y serait arrivé. Il est plus coriace qu'il ne le croit. Il a dit que tu lui avais appris que c'était normal d'échouer. Qu'il avait le droit d'être quelqu'un de moyen. J'ai légèrement souri. Il avait besoin de l'entendre. Nous ne lui avons jamais dit ça, a murmuré papa. Nous lui avons mis trop de pression. Nous lui avons donné l'impression qu'il devait être parfait. Vous nous avez mis la pression à tous les deux. Juste de différentes manières. Maman a hoché la tête. Le docteur Morrison a dit que nous avons conditionné Ethan à se sentir obligé de toujours réussir. Et nous t'avons conditionné à penser que rien de ce que tu faisais ne comptait. Nous vous avons abîmés tous les deux. Oui, ai-je dit simplement. Vous l'avez fait. Cet aveu est resté suspendu entre nous. Sans colère, sans accusation, juste une vérité factuelle. Notre repas est arrivé. Nous avons mangé dans un silence prudent, testant les limites de cette nouvelle dynamique. Nous aimerions revenir te voir, a dit maman, à un moment. Si tu es d'accord. Peut-être une fois par mois. Nous pourrions en apprendre davantage sur ton travail, ta vie ici. Pas de pression, pas d'attente. Juste passer du temps ensemble. J'ai réfléchi à la proposition. Une partie de moi voulait refuser, pour maintenir la distance que j'avais établie. Mais une autre partie, plus petite, plus incertaine, se demandait si une guérison était possible. Une fois tous les 2 mois, ai-je rétorqué. Et vous appelez d'abord, à chaque fois. Pas de surprise. C'est juste, à accepter papa. Et si j'ai besoin d'espace, si je ne suis pas prête pour une visite, vous respectez ça. Absolument. Et nous ne parlons d'Ethan, que si j'en parle en premier. Maman a hésité, puis a hoché la tête. D'accord. Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était pas de la confiance. Ce n'était pas du pardon, ni une réconciliation. Mais c'était un début. Nous avons terminé notre déjeuner. Ils m'ont raccompagné à ma voiture. Amiral Grayson a appelé une voix. Je me suis retourné pour voir un jeune marin de mon commandement, en civil, se tenant à proximité. Quartier-maître Davis, les jeux reconnus. Il s'est mis au garde à vous instinctivement. Madame, je voulais juste vous remercier d'avoir approuvé ma demande de mutation. Ma femme vient d'avoir un bébé, et le fait d'être affecté plus près de sa famille signifie tout pour nous. Vous êtes un bon marin, Davis. Vous l'avez bien mérité. Félicitations pour le bébé. Merci, madame. Il a salué mes parents d'un signe de tête, puis s'est éloigné. Je me suis retourné, et j'ai vu mes parents me dévisager. Ça arrive souvent, n'est-ce pas, a dit maman. Des gens qui te reconnaissent, qui te remercient. Parfois. Tu comptes pour eux, a dit lentement papa. Ils te respectent. Ils respectent le grade. Et j'espère qu'ils respectent la façon dont je le porte. Nous aurions dû le respecter aussi, a dit maman. Le grade. Et toi, tout entière. J'ai déverrouillé ma voiture. Je vous appelle dans 2 mois. Nous pourrons organiser une autre visite. Merci, a dit papa, de nous donner une chance. J'ai hoché la tête, et j'ai démarré. Dans mon rétroviseur, je les ai regardés, immobiles sur le parking, paraissant plus petits, plus vieux, et d'une certaine manière, plus authentiques, qu'ils ne m'avaient jamais semblé. Ce soir-là, Ethan m'a appelé. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Mieux que prévu. Ils font des efforts. C'est une bonne chose, non? C'est déjà ça. Reste à savoir si ça suffira. C'est juste. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut,
il parle de toi différemment maintenant. Avec respect, avec fierté. Avec 30 ans de retard, Ethan. Je sais. Mais il vaut mieux tard que jamais. Peut-être. Je n'en étais pas encore sûr. Au cours des mois suivants, mes parents sont revenus me rendre visite, à 2 reprises. Nous avons déjeuné, nous nous sommes promenés sur l'île, nous avons parlé de mon travail. Lentement, prudemment, ils commençaient à comprendre ce qu'impliquait réellement ma carrière. Maman a posé des questions sur la structure de commandement. Papa voulait en savoir plus, sur les navires sur lesquels j'avais servi. Ils écoutaient. Vraiment écoutaient, quand je parlais de mes marins, de mes responsabilités, de mes défis. Ce n'était pas la relation dont j'avais rêvé, étant enfant. Celle-là avait disparu. Brisée, au-delà de toute réparation. Mais cela pourrait devenir autre chose. Quelque chose de plus honnête, de moins douloureux. Un soir, après qu'ils soient rentrés chez eux, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, il y avait un album photo, que maman avait confectionné. Il contenait toutes les photos de moi en uniforme, qu'elle avait pu trouver. Ma remise de commission, mes promotions, mes cérémonies de passation de commandement. Des photos que j'avais envoyées, et qu'ils avaient rangées dans un tiroir. Maintenant, elles étaient soigneusement collées, avec des légendes de sa propre écriture, décrivant chaque événement, chaque accomplissement. Sur la première page, elle avait écrit « à la fille que nous aurions dû célébrer, depuis le début. Nous sommes désolés d'avoir mis si longtemps, à te voir. » J'ai posé l'album sur mon étagère, à côté de mes récompenses et décorations. Ce n'était pas encore le pardon. Pas encore. Mais c'était une reconnaissance. Et pour l'instant, c'était suffisant. 14 mois après la cérémonie, j'ai reçu des ordres, pour ma considération à la promotion de vice-amiral. Grade au 9. 3 étoiles. Le commandant Cruz m'a annoncé la nouvelle en personne, entrant dans mon bureau avec un rare sourire. Félicitations, amiral. Vous êtes sur la liste. J'ai levé les yeux de mes rapports. Quelle liste? Le comité de promotion. Il vous considère pour le grade de vice-amiral. La notification officielle suivra la voie hiérarchique, mais j'ai des nouvelles d'un ami au BUPER, Bureau du personnel naval. Vous êtes sur la liste restreinte. Je me suis adossé à mon fauteuil, assimilant la nouvelle. Vice-amiral, cela signifiait un commandement plus important, des responsabilités plus larges, et un impact plus profond. Mais aussi une plus grande visibilité, une surveillance accrue, et davantage de pression. Quand le comité se réunit-il? Le mois prochain. Les résultats tomberont probablement dans les 6 semaines qui suivront. Merci pour l'information. Elle est partie, et je me suis retrouvé seul avec la nouvelle. 3 étoiles. 30 ans après avoir rejoint la marine, en tant qu'enseigne de vaisseau incertaine, j'étais pressenti pour accéder, au plus haut rang du commandement naval. J'ai pensé à appeler mes parents, puis j'ai décidé d'attendre. Si j'étais sélectionné, je le leur dirais. Sinon, il n'y avait aucune raison d'en parler. Les 6 semaines suivantes furent des plus normales. Réunions, décisions, problèmes résolus. Je n'ai pas pensé au comité de promotion. Y penser, ne changerait rien aux résultats. Puis, un mardi matin, l'appel est arrivé. Amiral Grayson. C'est le vice-amiral Peters. Je voulais vous informer personnellement. Vous avez été sélectionné, pour la promotion au grade de vice-amiral. Félicitations. Je me suis levé par réflexe, même s'il ne pouvait pas me voir. Merci, mon amiral. Votre cérémonie est prévue dans 8 semaines, à Pearl. Nous vous enverrons les détails officiels, via votre chaîne de commandement. Vous l'avez mérité, Pauline. Vos états de service sont exemplaires. Après avoir raccroché, je suis resté debout à ma fenêtre, regardant le port. Quelque part au loin, il y avait des navires que j'avais aidé à approvisionner. Des marins que j'avais aidé à diriger. Des opérations que j'avais aidé à exécuter. 30 années de service distillées en 3 étoiles. Le commandant Cruz a frappé, et est entré. J'ai entendu la nouvelle. Félicitations, amiral. Où devrais-je commencer à m'entraîner à dire vice-amiral? Pas encore. Qu'est-ce que ça fait? J'ai réfléchi à la question avec honnêteté. Fier. Fatigué. Prête.
Vos parents seront ravis. Probablement. Elle a étudié mon visage. Vous ne comptez pas encore le leur dire, n'est-ce pas? Je le leur dirai après la cérémonie. Pas avant. Pourquoi? Parce que ce moment-là est le mien. À moi seul. Je ne veux pas le partager, avec leurs opinions, ou leur fierté, ou leur tentative de rattraper le temps perdu. Cette promotion, je l'ai méritée sans eux. Je veux la célébrer de la même manière. Elle a hoché la tête. Compris, madame. Les 8 semaines suivantes se sont écoulées en préparatifs. Mon uniforme de cérémonie a été mis à jour, avec l'insigne aux 3 étoiles. Mon état-major a coordonné la cérémonie. Des invitations ont été envoyées, au commandement de l'ensemble de la flotte du Pacifique. Je n'ai pas invité mes parents. J'en ai informé Ethan, je lui ai fait jurer de garder le secret, et je lui ai demandé de ne rien leur dire. Tu es sûr, a-t-il demandé. Je suis sûr qu'ils vont être blessés. Ils survivront. C'est important pour moi, Ethan. Il faut que ce soit fait selon mes propres termes. Il a compris. Il travaillait lui-même avec son propre thérapeute, pour gérer la pression d'avoir été l'enfant prodige. Il apprenait lentement, à dissocier les attentes de ses parents, de sa propre valeur. Je suis fier de toi, a-t-il dit. 3 étoiles. C'est incroyable. Merci. Tu sais, a-t-il ajouté, je dis aux gens que ma sœur est amirale. Ils sont toujours impressionnés. Ça me donne l'impression d'être apparenté à quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un d'important, Ethan. Tu n'as pas besoin de m'emprunter cela. Je sais, mais c'est quand même cool. La cérémonie s'est déroulée un vendredi matin. Sur le même quai où je m'étais tenu, des mois plus tôt, après la cérémonie des cils. Le temps était parfait. Ciel dégagé, au calme. Le genre de journée, qui donne à Hawaï des airs de paradis. Le commandant de la flotte du Pacifique a procédé à ma prestation de serment. Mon état-major se tenait en formation, impeccable et professionnel. D'autres officiers généraux étaient présents, ainsi que des officiers commandants, venus de toute la flotte. Lorsque les épaulettes aux 3 étoiles m'ont été épinglées, lorsque la foule a applaudi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, un sentiment d'achèvement. Non pas à cause du grade, bien que cela ait de l'importance. Non pas à cause de la reconnaissance, bien que ce soit significatif. Mais parce que j'avais atteint ce moment, par mon seul mérite. Sans compromis. Sans avoir besoin de la validation de quiconque, si ce n'est de l'institution que je servais. Après la cérémonie, une réception a eu lieu. Les officiers m'ont félicité, m'ont serré la main, m'ont offert un respect qui n'avait rien à voir avec ma famille, ou leurs attentes. Le commandant Cruz, désormais commandant en second d'un amiral 3 étoiles, m'a rejointe vers la fin. Qu'est-ce que ça fait, amiral? Je me sens à ma place, ai-je répondu simplement. Vos parents seront contrariés d'avoir manqué ça. Je sais. Mais certains moments ont besoin de n'appartenir qu'à nous seuls. Elle a levé son verre. Au vice-amiral Grayson. Que votre prochain commandement soit aussi couronné de succès que le précédent. Nous avons trinqué, et j'ai regardé le port, et les navires au mouillage. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents. Pauline, a répondu maman. C'est une belle surprise. J'ai des nouvelles. J'ai été promu la semaine dernière, au grade de vice-amiral. Silence. Puis, la semaine dernière? Oui. Tu ne nous l'as pas dit? La voix de papa s'est jointe à la conversation. Le haut-parleur, encore une fois. Non. Pourquoi pas, a demandé maman, la blessure évidente dans la voix. Parce que j'avais besoin que ce moment soit à moi. Seulement à moi. Sans votre fierté, ou votre culpabilité, ou vos tentatives pour vous racheter du passé. J'ai mérité ces 3 étoiles, à travers 30 ans de travail. Que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre. Je voulais célébrer cet accomplissement sans vous. Nouveau silence. C'est de bonne guerre, a fini par dire papa. C'est plus que juste. Nous aurions aimé être là, a dit doucement maman. Je sais. Mais j'en avais plus besoin que vous. Est-ce qu'on peut? Elle a fait une pause. Est-ce qu'on peut au moins voir des photos? Peux-tu nous en parler? J'ai envisagé de refuser,
mais ils avaient fait des efforts, à leur manière balbutiante, pour reconstruire ce qu'ils avaient brisé. Je vous enverrai des photos. Et la prochaine fois que vous viendrez, je vous en parlerai. Quand pouvons-nous venir, a demandé papa. Dans 2 mois. Comme on l'a convenu. D'accord. Et Pauline. Félicitations. Nous sommes fiers de toi. Je sais. Mais ce n'est pas pour votre fierté que je l'ai fait. Nous avons raccroché. Je me suis tenu sur mon lâner, avec un verre de vin que j'ai réellement bu cette fois, et j'ai regardé le soleil se coucher sur le Pacifique. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Ethan. J'ai vu les photos que Cruz m'a envoyées. Tu as l'air d'une dure à cuire. 3 étoiles, ça te va bien. J'ai souri, et j'ai répondu, merci. Comment va l'équipe? Bien. On est déployé le mois prochain. Je ne pourrai probablement pas te dire où. Sûrement pas, sois prudent, toujours. Je t'aime, petit frère. Je t'aime aussi. J'ai posé le téléphone, et j'ai pensé au chemin qui m'avait mené jusqu'ici. Les années à avoir été ignorées. La détermination tranquille. Le refus de laisser leur aveuglement me définir. Je m'étais bâti une carrière digne de respect. J'avais mérité un grade digne d'être célébré. J'étais devenu quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Non pas grâce à ma famille, mais malgré elle. Et maintenant, enfin, ils commençaient à le voir. Qu'ils le comprennent vraiment un jour, ou que nous ayons un jour la relation que je désirais, enfant, cela restait incertain. Mais j'avais cessé d'avoir besoin de leur validation. J'avais trouvé la mienne. Le lendemain matin, je suis arrivé à mon bureau à 6 heures. Mes nouvelles responsabilités incluaient la supervision de la logistique de la flotte du Pacifique, et des opérations stratégiques sur 13 fuseaux horaires. L'ampleur de la tâche était énorme. Les enjeux étaient élevés, et le travail, significatif. Le commandant Cruz était déjà à son bureau. Prête pour votre premier jour, en tant qu'amiral 3 étoiles? J'y suis préparé depuis le début de ma carrière. Elle a souri. Oui, madame. Vous l'êtes. Je me suis assise, j'ai ouvert mes rapports, et je me suis mise au travail. Quelque part là-bas, à travers le Pacifique, il y avait des navires qui avaient besoin d'approvisionnement. Des marins qui avaient besoin de soutien. Des opérations qui nécessitaient une coordination. Mon travail, c'était de m'assurer qu'ils réussissent. De m'assurer qu'ils rentrent chez eux. De m'assurer que la flotte reste prête à intervenir. C'était un travail pour lequel j'étais doué. Un travail qui comptait. Un travail qui me définissait davantage, que n'importe quelle relation familiale ne le pourrait jamais. Mes parents viendraient me rendre visite dans 2 mois. Nous déjeunerions, nous parlerions de ma promotion, nous continuerions à reconstruire quelque chose, qui pourrait finir par ressembler à une relation. Mais, qu'ils me comprennent ou non, qu'ils soient fiers ou non, qu'ils me voient enfin ou non, rien de tout cela ne changeait qui j'étais. J'étais le vice-amiral Pauline Grayson, de l'United States Navy. Je commandais des milliers de marins, je gérais des milliards d'euros de ressources, et je prenais des décisions qui façonnaient les opérations du Pacifique. J'avais mérité chaque millimètre, des 3 étoiles dorées sur mes épaulettes. Et j'y étais parvenu, en refusant d'être invisible. Même quand les personnes qui auraient dû me voir en premier, avaient choisi de détourner le regard. C'était ma victoire. Ni la cérémonie, ni le moment de reconnaissance publique, ni leurs excuses tardives. Ma victoire, c'était d'être devenu quelqu'un que je respectais, quelqu'un que j'étais fier d'être. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de leur validation, pour connaître sa propre valeur. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau, vers le port. Vers les navires gris, qui se préparaient pour une nouvelle journée d'opération. Puis, je me suis tourné vers mon ordinateur, et je me suis remis au travail. Parce que la mission continuait. La flotte avait besoin de direction. Et j'étais exactement là où je devais être, faisant très précisément ce que j'étais censé faire, et selon mes propres termes. Enfin, c'est là que j'ai tracé la limite, et que je l'ai maintenue. Si cette histoire a résonné en vous, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle ceci, votre valeur ne nécessite l'autorisation de personne. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été déprécié par votre famille, et avez-vous dû fixer des limites? Qu'est-ce qui vous a finalement poussé à cesser de faire vos preuves, auprès de personnes qui refusaient de vous voir?
Si vous avez servi sous les drapeaux, ou si vous soutenez quelqu'un qui l'a fait, comment la reconnaissance, ou son absence, a-t-elle façonné vos relations? À quoi ressemblerait le fait d'être vu pour vous en ce moment? Après une révélation publique comme la mienne, vous réconcilieriez-vous, ou garderiez-vous vos distances? Et pourquoi?